C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors il y a 2 ans, il était inconnu au bataillon. Aujourd'hui, il est en tête de tous les sondages. Emmanuel Macron collectionne les étiquettes, tantôt décrit comme un loup de Wall Street, comme un bébé Hollande élevé au sein social-libéral pour d'autres. Comme Hamon, il serait l'homme des intérêts privés et des lobbies. Pour la droite, comme François Baron, il serait une sorte de gourou chamanique. Mais ils peuvent rire ou se moquer. Le petit Macron, du haut de ses 39 ans, triomphe dans tous les sondages. Il était d'ailleurs la cible des attaques lundi soir lors du premier débat. Parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière. Marine Le Pen, elle aussi favorite des sondages, ne s'est pas gênée. On l'écoute. Vous savez quoi, Monsieur Macron, vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler 7 minutes. Je suis incapable de résumer votre pensée. Vous n'avez rien dit. Jean-Luc Mélenchon lui a joué les agents d'ambiance. Il était détendu comme jamais et a mis les rieurs de son côté, alors que personne n'osait parler des affaires judiciaires, en l'occurrence celle de François Fillon et de Marine Le Pen. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. François Fillon, lui, était dans ses petits souliers et que ceux qui n'ont pas regardé son costume en détail lèvent le doigt sur ce plateau. Bref, le candidat de la droite peut-il se refaire une santé? Est-il éligible? C'est l'une des questions qui tourmentent la droite. On en parle avec nos invités sur ce plateau que je vous présente. Bruno Roger Petit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Challenge. Vous pouvez me le faire, le bonsoir? Bonsoir. Et auteur du livre Le pire d'entre eux chez Stock, bien sûr, sur François Fillon. On devrait voir la couverture d'ailleurs. Gérard Courtois, bonsoir. Directeur éditorial du Monde, chroniqueur politique et auteur de Parti de campagne, la saga des élections présidentielle. En face de vous, Jean-Marie Roire, membre de l'Académie française. Vous sortez 2 livres. Le premier, le psychodrame français chez Robert Laffont, et les romans de l'amour et du pouvoir dans la collection Bouquins. Et puis à la fin de l'émission, nous accueillerons comme chaque jeudi Véronique Reissoult, experte des réseaux sociaux pour la chronique. C'est la politique sur les réseaux. L'actualité de la journée, alors c'était un secret de Polichinelle bien évidemment, c'est le ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron. On a le sentiment dans le fond que Le Drian attendait le bon moment, la bonne fenêtre de tir. Pour le rejoindre, il ne fallait pas que ce soit en pleine période d'attentat, il fallait attendre un peu, y compris pour les affaires judiciaires et les débats. Voilà, c'est fait. Est-ce que c'est bon pour Macron, tout ça une fois de plus? Jean-Yves Le Drian, c'est le plus populaire des ministres. C'est celui qui est perçu comme le plus compétent. C'est celui qui a réussi enfin à vendre des rafales à l'étranger. C'est un sans faute. 5 ans au même ministère. 0 contestation de sa personne et de sa personnalité. C'est le président du conseil régional de Bretagne. Il est à ce point indéboulonnable en Bretagne que c'est le seul président de conseil régional socialiste à qui François Hollande a consenti à ne pas imposer le cumul des mandats. C'est-à-dire qu'il est à la fois ministre et président du conseil régional de Bretagne. Oui, c'est quelque chose effectivement d'énorme. Et donc, le débat qui agitait la Macronie la semaine dernière, c'était quand annoncer le ralliement. Est-ce qu'il faut le faire avant le débat ou après le débat? Et avec beaucoup de sagesse en matière de communication politique, il a été décidé que ce serait après le débat, parce qu'on voit bien que la séquence débat était plutôt réussie pour Emmanuel Macron, hormis on peut contester 2-3 points où il a été un peu en difficulté, mais ça a été plutôt réussi. Et donc, voir Le Drian aujourd'hui, avec ce qu'il porte et ce qu'il incarne, se rallier à Emmanuel Macron, c'est comme s'il désignait le vainqueur du débat et d'une certaine façon le champion des forces de progrès. Oui, mais ça peut avoir un revers à la médaille. C'est ce qu'on dit, c'est le fameux bébé Hollande, c'est-à-dire le tampon Hollande, parce que c'est la Hollandie aussi. Est-ce que ça ne va pas, une fois de plus, alimenter l'accusation de hollandisme? D'abord, c'est un des ressorts de la progression d'Emmanuel Macron. Une partie du vote Hollande, une partie de l'électorat de François Hollande du premier tour 2012 qui se retrouve de plus en plus dans sa candidature. Donc, si c'était le cas, ça ne peut pas lui faire de mal. Un mot sur Jean-Yves Le Drian. Il faut se souvenir que la campagne d'Emmanuel Macron stagne, voire régresse en tout début, et prend vraiment son élan à compter du ralliement de François Bayrou.
C'est au fond l'imprimature qu'a donnée François Bayrou qui a permis à la campagne d'Emmanuel Macron de décoller. Et le renfort de Jean-Yves Le Drian est aussi important parce qu'on sent quand même chez Emmanuel Macron une fragilité. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et d'ailleurs, dans les gens qui souhaitent voter pour lui, il y a une bonne partie de ces gens qui sont encore incertains, qui doutent encore. Donc, un ralliement du type de celui de Jean-Yves Le Drian est de nature à rassurer sous l'angle régalien, qui est un angle que, jusqu'à présent, on pouvait se dire Emmanuel Macron ne le maîtrisera pas nécessairement. Et il n'est pas le seul. Dans le Figaro de ce matin, il y a un grand article de Dominique Perben, ancien garde des Sceaux, qui dit « Si je regarde les propositions sur la justice, celles de Macron sont parfaites. Et Dominique Perben n'a jamais été et ne sera jamais classé à gauche. Donc voilà, on est là devant le paysage qu'Emmanuel Macron essaie de mettre en place et qui se traduit par un certain nombre de soutiens, de renforts, etc., qui sont de nature à asseoir l'autorité du personnage qui est encore à construire. Alors c'est pas En Marche, c'est Tous en Marche ? C'est Tous en Marche, mais Emmanuel Macron bénéficie par ailleurs des problèmes, difficultés de François Fillon, d'une forme de plafonnement, je ne sais pas comment le qualifier, de Benoît Hamon, et même de déclin ou d'effritement. Il se rapproche de sa vérité. Je ne sais pas s'il ira jusqu'à la vérité de Gaston Defferre en 69, mais enfin... 5%. 5%, absolument. Donc, voilà, d'un côté, la gauche reste toujours aussi faible et toujours aussi fracturée. De l'autre côté, le candidat des Républicains est, à mon sens, maintenant très durablement handicapé. Vous pouvez imaginer que le débat lui permette de rebondir. Et en réalité, le débat a démontré ce qui est la réalité de sa campagne depuis maintenant 1 mois ou 6 semaines. C'est qu'il ne peut plus, au fond, défendre vigoureusement son projet. Comment défendre un projet qui est fondé sur un effort de rigueur budgétaire demandé à tous les Français pour redresser le pays, quand il s'est mis lui-même dans cette situation sur le plan personnel. Donc, et c'est bien ce qu'on a vu lundi soir. C'est un François Fillon extrêmement prudent. Oui, un peu apeuré même. Et apeuré tétanisé presque. Alors, avant d'en reparler, Jean-Marie Roire, donc, dans votre livre « Le psychodrame français », il y a un petit passage sur Emmanuel Macron que vous intitulez « Rejetons surdoué de l'impuissance présidentielle ». Vous écrivez pour plus le président... alors attendez, j'ai pas mes lunettes parce que je les ai perdues. Vous dites il nous a donné des enfants, donc Hollande, nés de son impuissance, une tripotée de marmots, les Valls, les Payon, les Macron, agités de démangeaisons présidentielles qui n'auraient certainement pas vu le jour si le locataire de l'Élysée avait été un président à la hauteur de sa fonction. Vous êtes dur avec Macron. Écoutez, le résultat. Non, mais au moins, c'est une voix dissonante. Un président, Pardon, ça peut pas être le produit de l'impuissance s'il a autant d'enfants. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est la première fois qu'il y a un impuissant qui a autant d'enfants. Mais si vous voulez, c'est pas une critique contre François Hollande, parce qu'au début de mon livre, ce livre est un journal des 2 quinquennats. Mais au début, quand François Hollande s'est présenté, j'étais très favorable. J'ai même organisé chez moi un déjeuner que je raconte dans ce livre avec Jean d'Ormesson, parce qu'il souhaitait voir Jean d'Ormesson. Déjeuner d'ailleurs assez raté, parce que c'était assez ennuyeux. Je m'attendais à quelque chose d'historique. Et finalement, c'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Donc, c'est pas une critique, je ne suis pas une critique systématique de François Hollande. Je trouvais que c'était un homme très, très intelligent. Et c'est même... Ça m'amène à une réflexion, parce que je me dis, c'est comment est-ce qu'un type aussi intelligent a pu être aussi mauvais en politique, jusqu'à cette chose inédite quand même, un président qui ne se représente pas. Donc moi je trouve c'est à la fois... Oui, s'il est le produit de l'impuissance d'Hollande, ça veut dire que Macron pourrait être un président impuissant également. Bien sûr, mais c'est la question, c'est ça que vous dites. Fondamentale qui se pose avec Macron. C'est que, regardez, déjà, Hollande a eu énormément de mal à gouverner, en dépit de ses... Il y a eu ces incohérences qui ont été très importantes. Mais en plus, il a eu du mal à gouverner avec des socialistes. Donc, il a une majorité avec des frondeurs. Là, l'éventail est beaucoup plus vaste. On va de Perben jusqu'à U. Enfin, c'est invraisemblable. Comment voulez-vous faire une majorité? C'est-à-dire qu'on revient, on voit très bien le scénario, c'est le retour à la 4e. C'est pas la 6e République, c'est la 4e République, la proportionnelle et
le régime des partis. Voilà, c'est à mon avis ce que ça annonce. C'est une question politique centrale, évidemment, celle-là. D'ailleurs, il y a une part de mystère du quinquennat qui est en effet comment quelqu'un d'aussi intelligent que François Hollande arrive à ne pas pouvoir se représenter. Mais en même temps, il faut regarder les conditions politiques. Et les conditions politiques d'aujourd'hui, telles qu'on les voit, c'est quand même le résultat d'années et d'années et d'années où la gauche et la droite ont passé le plus clair de leur temps à se détruire. Et par rapport à cette autodestruction, il y a des et de l'intérieur en plus, il y a des voix qui se sont élevées pour dire il nous faudrait un gouvernement de coalition, ou alors il faut essayer de dépasser ce clivage-là. D'ailleurs, les sondages d'aujourd'hui montrent que ni le candidat de la droite, ni le candidat du Parti socialiste ne figureraient au second tour. C'est donc l'acte de décès de ce jeu infernal, suicidaire, qui a d'ailleurs fait le lit du Front National. Et donc, comment dépasser les choses ? Il est inutile d'en appeler à la 4e ou à la 6e République. Il y a un effort qui avait été tenté par François Bayrou et qui nous ramène au fond à l'expérience Giscard. Sauf que Giscard, son centre de gravité, c'était centre droit. Et là, le centre de gravité sera plutôt centre gauche. C'est-à-dire cet effort pour dépasser les clivages traditionnels et essayer de constituer autre chose. Mais cette autre chose se constituera ou non au moment des élections législatives. Ce sera là le moment de vérité. Bruno ? Je vais revenir sur la question de l'enfantement parce qu'elle est assez intéressante. Parce que Jean-Marie Roy remet sur le même plan d'enfantement Peillon, Montebourg, Hamon, Valls, bon, et puis Emmanuel Macron. Mais ce sont pas des enfants du même lit, si je puis dire. Les premiers, Montebourg, Hamon, Peillon, ce sont des enfants du Parti socialiste, des années Jospin et des années Jospin et des années Hollande. Et des années Hollande. Oui, Hamon était rocardien. Certains sur la cam de regard, mais politiquement, leur émergence, c'est 97-95, c'est-à-dire ce sont des enfants des années Jospin-Hollande. Bon. Macron, c'est pas ça du tout. Macron, il vient par entre guillemets, la technostructure, quand bien même il a déjà son idée de faire de la politique en tête. Et justement, c'est ça qui est terrible pour le Parti socialiste. Pourquoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui à ce qui ressemble à une destruction programmée ? C'est que le Parti socialiste n'a pas été capable de laisser la place à l'émergence d'une personnalité comme Emmanuel Macron, qui est une personnalité présidentielle. Perfectible, j'entends toutes les critiques sur « il n'est pas encore achevé, complet », et ça se fera d'une certaine façon, curieusement, probablement en cours de mandat s'il est élu. Mais les autres n'ont pas cette stature-là. Et l'incapacité du Parti socialiste organisé, qui consiste à n'avoir pas pu générer une personnalité de ce type, est quand même assez exceptionnelle. D'ailleurs, s'il était venu à la primaire, il est probable, compte tenu de l'électorat actuel, qu'il n'aurait peut-être pas gagné la primaire et qu'il ne serait pas en situation aujourd'hui possible d'être élu président de la République. Il y a quand même un paradoxe, parce que François Hollande nous avait dit mon ennemi, c'est la finance. Et il prend un grand banquier, finalement, dans son cabinet. Donc je trouve ça quand même... Il y a toutes les incohérences de Hollande. Moi, je crois que ça a été ça le problème. C'est un homme qui s'est piégé lui-même. C'est un homme qui a été son pire ennemi. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait dire, à la décharge d'Hollande, que si Macron est élu, dans le fond, il aura non seulement enfanté, pour reprendre l'expression, un Macron, mais il aura donné le flambeau à un moderniste, on va dire, à l'école Hollande, sociale. Il s'est fait piquer le flambeau, c'est vrai. Mais au moins, il le transmet, et on pourra dire, il a eu au moins ce mérite-là. Dites ça à Hamon, vraiment, il ne considérera pas que c'est le socialisme. Non, mais vu du hollandisme. Ça pourrait être l'ultime pirouette, au fond, de François Hollande. Ah, ouais. C'est d'avoir réussi, si ça se produit, ce qui n'est pas encore fait, à favoriser d'une manière ou d'une autre, on verra comment il s'exprime et se prononce, s'il se prononce d'ici le 23 avril, mais à favoriser l'échec de la droite et l'éventuelle victoire d'un héritier, fut-il comment on peut le... Enfin bon, c'est quand même... Il y a une forme de départ, ou voire de trahison de la part de Macron à l'égard de son mentor. Mais néanmoins, la familiarité, je pense, idéologique et stratégique entre ce que François Hollande rêvait de faire et ce que Emmanuel Macron est en situation peut-être de faire demain, conduit logiquement à ce qu'il se retrouve au fond dans cette destinée. Je reviens à mon schéma tout à l'heure et au refus des Français, peut-être, de ce jeu d'autodestruction permanente entre la gauche et la droite. Oui, qu'est-ce qui distingue... Ce qu'Hérol disait la semaine dernière, la guerre de religion. Voilà, et qui a fait le Front National, qui a fait le lit du Front National. Qu'est-ce qui distingue Emmanuel Macron des autres ? Eh bien, les autres sont dans le jeu classique, permanent, stupide,
de je vais détricoter ce qui a été tricoté. Oui, mais Voilà. Et Emmanuel Macron, lui, au fond, s'appuie sur un socle, le socle de ce qui a été fait, et dit je vais aller plus loin. Donc il ne récuse pas ce socle, alors que tous les autres commencent par le défaire. Et donc du coup, pour pouvoir le défaire, pour justifier qu'il soit défait, vous renvoie à une image de la France dévastatrice. C'est un peu comme d'ailleurs Trump aux États-Unis qui a expliqué à un certain nombre de gens que l'Amérique était à genoux, l'Amérique d'Obama était à genoux, ce qui est évidemment mensonger. On passe son temps dans les campagnes politiques françaises traditionnelles à nous expliquer que le pays est à genoux, qu'il va à volo, que plus rien ne va, qu'il faut le redresser, qu'il faut etc. Depuis le temps, on devrait être moins que rien à coup de campagne. Macron ne dit pas ça. Il dit voilà, il y a un socle, il y a quelque chose, et à partir de là, je vais essayer de le transformer et de le faire avancer. C'est à mon avis ce qui est au fond, ce qui doit peut-être plaire à un certain nombre de nos compatriotes. Il oublie une chose, ce sont les institutions. Qu'est-ce qu'a fait cette droite et cette gauche? Finalement, ce sont les institutions qui ont justement clarifié les choses. Il y avait l'alternance, et à partir du moment où vous ne jouez pas ce jeu-là, vous allez automatiquement vers, justement, ce que je disais, c'était vers la 4e République, c'est-à-dire une 6e République où, on le voit très bien, qui sera ingouvernable, puisque finalement, on le voit, une France qui est tellement divisée. Maintenant, vous avez 5 tribus, vous vous rendez compte? 5 tribus qui sont là, qui sont presque irréconciliables. Croire qu'on va les réconcilier, mais il n'y a qu'à voir les incohérences. Vraiment, moi je trouve Macron est un homme très sympathique. Je raconte des conversations avec lui dans mon livre. Mais est-ce qu'il ne serait pas un peu, comme vous aimez l'histoire, vous aimez Napoléon, est-ce qu'il n'a pas un côté, une démarche bonapartiste Macron et la campagne d'Égypte, où il est un peu, on l'envoie... Il avait été aussi ambigu, Napoléon, je ne crois pas qu'il serait arrivé... Je parle de Bonaparte, là. Oui, même Bonaparte. Enfin, il a été très clair, il a été très clair, tandis que Macron... Et pardon, mais alors, il y a une phrase que je n'aurais jamais prononcée, Bonaparte, justement... c'est se tourner vers le passé. Bonaparte, la première mesure, faire revenir les cendres de Turenne et ne jamais parler de la Révolution. Il ne serait pas mis à parler des crimes contre l'humanité et à dire qu'il n'y avait pas de culture française. Non, au contraire, il faut rassurer les Français. Le but de De Gaulle comme de Bonaparte, ça a été rassurer, unifier les Français. Moi aussi, je voudrais rassurer Jean-Marie Roire. Je pense qu'Emmanuel Macron, justement, ce n'est pas du tout la promesse d'une 4e République ou d'une 6e République à Mélenchon. Je crois qu'il n'y a pas plus produit de la 5e République dans son rapport au pouvoir qu'Emmanuel Macron. Je vous renvoie à l'interview qu'il a donnée dans l'excellent magazine Le 1 en juillet 2015, sur la philosophie, où il évoquait la figure du roi, en disant ce qui manque... La philosophie politique oui, ce qui manque dans ce pays, c'est la figure du roi, et sans figure du roi, on ne peut pas construire. Il n'y a pas plus vertical aujourd'hui dans son approche qu'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il saute la primaire? Parce qu'il va directement au peuple. Il n'y a pas plus gaullien que d'aller directement au peuple. Et s'agissant ensuite de ce qui va se passer, c'est pas la création d'un système à 5. C'est la création d'un système à 4. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui est en train de se passer, c'est que le Parti socialiste est en train d'être écrasé entre la gauche de la gauche, Mélenchon, et puis cette nouvelle force de centre-gauche, comme le définissait très bien Jean-Marie Colombani tout à l'heure, qui va pousser le Parti socialiste vers la gauche et le comprimer jusqu'à ce qu'il n'en reste pas grand-chose. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est ça qu'on verra à l'œuvre législative, parce que moi je suis persuadé, connaissant justement la force des institutions, c'est que si Emmanuel Macron est élu au soir du second tour contre Marine Le Pen, vous mettrez n'importe qui avec l'étiquette Macron majorité présidentielle en France, il y a de grandes chances qu'il soit élu député. Je ne sais pas ce que seront les contours précis de cette majorité, mais je sais qu'il y aura une majorité présidentielle. S'il y a une majorité ingouvernable, encore plus ingouvernable que celle de François Hollande, à quoi ça servira si c'est pas ça l'impuissance? Je pense qu'il prendra des garanties. Quelles garanties? On va parler d'un mot de... Vous parlez d'une investiture. De Marine... Il n'en donnera pas avant le 23 avril, je vous donne une information. Il n'y aura pas une seule investiture En Marche qui sera accordée officiellement avant le 23 avril, premier tour de l'élection présidentielle. Marine, c'est assez sage. Oui. Marine Le Pen, elle, pendant le débat, vous l'avez, certains on l'ont trouvé plus calme que d'habitude. Non. Je sais pas, il y a tous les avis divers. J'ai autant d'avis que de gens. Ce qui m'a beaucoup frappé et ce qui m'a paru très étrange, c'est que depuis un an, elle s'emploie, elle s'efforce, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour construire une Marine Le Pen apaisée, guillemets, à travers cet apaisement et ce calme qu'elle veut présidentiel, elle cherche à se crédibiliser. Et il me semble que lundi soir, elle a fait la démonstration du contraire, d'une candidate qui a retrouvé une forme de brutalité
ou d'arrogance à l'égard des autres, et notamment de Macron. Et j'ai l'impression qu'elle, enfin moi, à mon sens, elle a perdu sur cette prestation-là ce qu'elle n'avait pas perdu dans des émissions de télévision précédentes. C'est cette espèce de démarche et de construction qu'elle avait engagée de manière très sérieuse, très méticuleuse depuis un an. On a l'impression de retrouver le père par moment chez la fille, et ça, c'est quelque chose qu'elle voulait à tout prix gommer. On l'aime ou on l'aime pas, mais il faut bien reconnaître une chose, c'est que quand elle parle, on comprend ce qu'elle dit, et quand elle a attaqué Macron en disant « c'est bien joli ce que vous venez de dire, c'est très brillant pendant 7 minutes », on n'a rien compris. Eh bien, au moins, elle le dit, je veux dire. Et c'est vrai que la classe politique a tendance à faire du verbiage. Macron n'a pas été mauvais sur le ventriloque. Non, oui, peut-être. Non, il est bon quand il est en colère, Macron. Oui, il était excellent là. Mais il a été. Mais enfin, ça c'est un autre problème. Moi, je trouve que on peut pas dire que Marine Le Pen soit pas bonne à la télévision. Ah non, je ne dis pas qu'elle était très bon aussi. Je ne dis pas qu'elle était mauvaise. Ce sont des gens, ce sont des bêtes de scène. Ils sont bons. Sur le fond, c'est une autre question. Mais la question qu'on peut se poser, Jean-Marie Colombani, quand vous dites que c'est la gauche et la droite se sont confrontées, moi, il me semble que la droite se sont détruites. Mais il me semble que c'est la droite, surtout par la cohabitation et a oublié d'être de droite. Et ce qui me paraît invraisemblable, c'est que autant de gens soient partis en 20 ans du côté du Front National. Ça me paraît indécent et ça me paraît malsain contre nature. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens de droite qui sont vraiment d'une droite relativement modérée et qui sont allés contraints et forcés du côté de Marine Le Pen. C'est pourquoi, moi, j'étais plutôt favorable à l'idée de Sarkozy ou l'idée de Fillon, c'est-à-dire d'aller vers le centre droit plutôt que d'aller vers la gauche. Parce que je pense que sinon, ça sera vraiment, dans 5 ans, Marine Le Pen. Oui, mais vers le centre droit, c'est une chose, vers la droite, c'est une autre chose. Regardez par exemple le programme de François Fillon, qui a été bâti pour la droite. Il a formidablement marché à la primaire. Et ensuite, vous apercevez que c'est un programme pour 20% des Français. Et vous ne gouvernez pas avec 20% des Français. Vous n'avez l'adhésion que de 20%. Ça a d'ailleurs été tout le problème de Jacques Chirac, qui n'avait jamais que ce socle de 20%. Comment passer au-delà ? Mais pour aller au-delà, il faut faire du chemin vers les autres. Et il faut essayer de construire des majorités qui ne soient pas les majorités qui vont plaire aux seuls 20%. C'est ça toute la difficulté. Il est responsable, c'est Chirac qui est responsable d'avoir fait une guerre idéologique à Marine Le Pen, plutôt d'essayer de résoudre les problèmes qu'elle posait. Oui, enfin, Dieu merci. C'était la phrase de Fabius. Oui, mais Dieu merci, parce que si je peux me permettre, Jacques Chirac a maintenu étanche la frontière entre la droite et l'extrême droite. Et ce qui affaiblit la droite aujourd'hui, c'est que cette frontière est devenue poreuse. Si elle avait été maintenue dans toute sa rigueur, je pense que la droite n'en serait pas là. Un mot sur Marine Le Pen, bête de télévision, parce que c'est toujours un sujet intéressant. C'est une bête de télévision, mais moi je me souviens d'un mot de Pierre Juquin, jugeant les prestations télévisuelles de Georges Marchais dans les années 80. Et disant ce qui était terrible, c'est que Georges Marchais faisait peur avec lui-même. Alors évidemment, il y avait de grands numéros de télévision, mais c'était des numéros de télévision contre-productifs. Jean-Marie Le Pen était dans la même logique. Et sa fille, effectivement, Gérard Courtois a raison, est dans la même logique. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où Belzébuth revient parce qu'il y a le plaisir d'incarner Belzébuth. Et la grande leçon du débat, quand même, de lundi, c'est qu'elle est isolée. La tyrannie fascine. Elle est isolée. Et pourtant protégée. Personne ne l'a attaquée. Exactement. Mais malgré tout, quand vous regardez les positions des uns et des autres, ce qu'ils ont expliqué, les contestations qu'ils ont quand même faites, quand bien même elles étaient un peu feutrées, voire inexistantes chez Benoît Hamon, ce qui compte, c'est que et Macron, et Hamon, et Mélenchon seront obligés d'appeler à voter pour celui d'entre eux qui sera au second tour de l'élection présidentielle. C'est une évidence. Alors on va parler de la droite, mais j'aimerais qu'on dise un mot de Benoît Hamon. Est-ce que c'est pas une erreur stratégique, Jean-Marie, d'avoir tapé sur Macron plutôt que sur Marine Le Pen de la part de Hamon ? Est-ce qu'il ne l'a pas payé lundi soir ? Je reprends ma vieille obsession. Benoît Hamon est d'abord le produit d'un appareil. Et ce que produit un appareil n'est pas à la hauteur d'une élection présidentielle. Quand le système soviétique s'est mis à produire... C'est Mitterrand qui a produit l'appareil. Quand le système soviétique s'est mis à produire des hommes d'appareil, le système soviétique s'est effondré sur lui-même. Et bien là, quand le Parti socialiste n'a plus rien d'autre à offrir qu'un homme d'appareil, qui a toute sa vie passé sa vie en petite combinaison d'appareils, ça donne le résultat que nous avons sous nos yeux. Voilà. Ensuite, il y a une erreur stratégique majeure, évidente, mais qui nous ramène à Jean-Marie Le Pen et à son commandement numéro 1. Il vaut mieux l'original que la copie. Bon, donc l'original, c'est Mélenchon, la copie, c'est Benoît Hamon. Et tant que Benoît Hamon passe... au fond, il s'est mis sur un créneau qui est, j'allais dire, le gaucho, l'écolo-gauchisme.
cet écolo-gauchisme, il est mieux représenté par Jean-Luc Mélenchon, et donc il vaut mieux aller chez Jean-Luc Mélenchon que chez Benoît Hamon, qui est une espèce d'ersatz d'extrême gauche. Donc c'est une erreur politique tragique, majeure pour le Parti socialiste. Une question. On parlera de Mélenchon avec Véronique Reissoul dans quelques instants, mais Gérard, sur François Fillon, donc on y retourne, puisque vous en parliez au début de cette émission, à votre avis, est-il éligible encore, François Fillon ? Je pense que, je vais dire une banalité, les jours passent, les semaines passent, je pense qu'il ne peut plus remonter la pente. Alors, j'y mets une prudence, c'est que... On va regarder le dernier, en vous écoutant, on regarde le sondage. Je reste persuadé que c'est la campagne qui fait l'élection. Quand on regarde toutes les campagnes, ça s'est produit comme ça à chaque fois. Or, cette campagne elle commence à peine. Alors, elle va durer 4 semaines. Si jamais elle s'engage véritablement, pour l'instant, je ne vois pas sur quoi elle pourrait s'engager. Personne ne met sur la table véritablement un débat qui cristallise l'opinion publique. Personne. Aucun des candidats. Si on reste dans cette campagne, gazeuse, incertaine, fluide, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il puisse remonter la pente. Qu'il puisse s'engager sur le fond, sur quelque chose qui lui redonne du nerf. Voilà. Finalement, on a le sentiment que ce débat de lundi n'a pas du tout changé la donne. Oui. Si on regarde, ça dépend quel sondage. Si je prends le sondage entre Mélenchon et Hamon, oui. Ah, oui. J'entends bien. Non, mais il a passé le crash test. Et même Macron. Mais Macron, écoute, il est à 26. Dans le Harris Interactive. Il y a des alors je suis pas un fanatique du croisement des courbes, mais toutes les enquêtes d'opinion maintenant montrent qu'il est en face. Non, il y a 2 croisements des courbes. Oui. Il y a une ascension d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen qui stagne, mais ça fait longtemps qu'elle stagne en plus, si on regarde bien. Oui, c'est vrai. Bon, et vous voyez que Macron a attrapé ce que les politologues américains appellent le momentum. Donc il l'a attrapé. Et puis vous avez un deuxième effet, effectivement, c'est que malgré son meeting de Bercy, malgré le débat où il était censé se relancer, etc., Hamon décroche dans toutes les enquêtes d'opinion. Il est derrière Mélenchon aujourd'hui. Et lourdement. Voilà, ce sont 2 à 3 points de perdus en quelques jours. Non, d'accord, mais j'entends bien, mais regardez, Fillon, il n'a pas baissé. Il a toujours été autour du socle de 18-19. Oui, mais parce que Fillon, il est adossé justement à ce socle d'électeurs irréductibles. Et puis vous avez une partie aussi des électeurs. Tout le monde oublie Dupont-Aignan. Moi, je persiste à dire il pique à Fillon. Il pique à Fillon et il pique aussi probablement à Marine Le Pen parce que c'est le vote refuge des souverainistes et des catholiques un peu hard qui n'ont pas envie de voter Fillon parce qu'ils considèrent que ça ne va plus et qui ne veulent pas voter pour Marine Le Pen parce qu'ils considèrent que son programme économique est trop insensé. Donc là, vous êtes en train de nous vendre l'idée que Macron a été bon, puisque de toute façon, ça n'a pas été un danger pour lui. Il a été perçu comme bon. D'accord. De la même façon que Mélenchon a été... Regardez le sondage Elabé qui a été fait le soir même. Mélenchon était perçu comme le deuxième victorieux du sondage. Que Fillon ait perdu la partie. Oui. Moi, je crois que, justement, ce que ce débat a montré, c'était des personnalités. Je crois que les gens votent quand même pour des personnalités et d'une certaine expérience. Et il faut bien reconnaître qu'il y avait une assise de Fillon, il y avait quelque chose de responsable. Et bien sûr, maintenant, les choses sont encore trop fluide, mais les choses vont se radicaliser, surtout quand il va y avoir d'autres personnalités qui vont rejoindre Macron du Parti socialiste. Et à ce moment-là, Fillon va peut-être apparaître, surtout avec les menaces de Daesh et les choses. On va peut-être avoir besoin de quelqu'un qui a de l'expérience et qui est responsable. Et peut-être que les choses collatérales, les costumes et le reste, passeront au second plan. La foi. Passeront au second plan. Un mot. Ah non, juste un mot. Je pense que Fillon ne peut plus faire cette campagne de corps à corps avec le pays qui est indispensable pour gagner. Voilà, c'est ça, à mon avis, qui est son vrai empêchement aujourd'hui. Alors justement, on va parler de ce qui s'est passé sur les réseaux, comment tout ça a été vécu. C'est la politique sur les réseaux. Notre chronique, comme chaque jeudi. Bonsoir. Bonsoir. Véronique Reissoul, donc présidente de Densong Consulting. Donc vous espionnez les réseaux sociaux pour nous. Donc le débat toujours et encore. Les sondages donnaient Macron
gagnant dans le débat, gagnant du match en tout cas. Sur les réseaux, ce n'est pas la même musique. Sur les réseaux, ce n'est pas tout à fait la même musique, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder de qui on a le plus parlé pendant le débat, puisque le principe de ce genre d'exercice, c'est que l'on parle de vous pour que vous émergiez. Eh bien, quand on regarde les parts de voix, c'est-à-dire le nombre de messages sur chacun des candidats durant l'émission, c'est clairement Jean-Luc Mélenchon qui arrive en premier. Ensuite, derrière arrive Marine Le Pen avec 23% de parts de voix, ensuite François Fillon et ensuite seulement Emmanuel Macron, pas très loin finalement de Benoît Hamon. Donc vous allez me dire, ok, donc c'était peut-être pas forcément positif, est-ce que c'est forcément des messages forts, puisqu'en fait, émerger c'est une chose, mais c'est émerger pour convaincre. Et bien là, dans ces cas-là, il faut regarder ce qui se dit dans ces fameux messages. Eh bien globalement, ce qui s'est dit, c'est que Jean-Luc Mélenchon a été beaucoup cité parce que ce sont ses punchlines qui étaient appréciées, donc ces phrases, ces formules qui ont été beaucoup... Ça ne fait pas forcément un président de la République non mais plus. on a vu que par contre, il a gagné des sphères et qu'il a plutôt gagné des points pendant l'émission et il a réussi à convaincre quelques indécis, peu, mais quelques indécis. Ensuite, vous avez Marine Le Pen qui était perçue comme calme. Elle n'a pas gagné du tout de part, de voix en plus. Elle n'a pas du tout convaincu, mais par contre, pour ses adhérents, pour les gens qui la soutiennent, ils ont trouvé qu'elle n'était pas agressive et qu'elle était posée de façon calme et qu'elle avait une attitude finalement très présidentielle. Et puis après, il y a François Fillon, pour qui c'est plutôt un match nul. Globalement, au début de l'émission, vous avez beaucoup d'internautes qui étaient très très remontés, qui avaient envie de commenter et qui étaient évidemment sur les affaires. Mais comme il a peu parlé au début, finalement, pendant ce temps-là, les choses se sont plutôt calmées. Et en fait, quand on a commencé à le commenter, c'était plutôt ses soutiens. Et on va dire qu'il ne s'en sortait pas grandi. Il a conquis personne, mais il a consolidé ses bases. Et puis ensuite, Emmanuel Macron, le dodeline de la tête, c'est finalement ce que les gens ont retenu. On n'en a pas tant parlé. Voilà, c'est qu'il a été toute l'émission en train de dodeliner de la tête et de dire... Vous avez remarqué ça, Bruno ? Un tic qu'il a, où il est toujours comme ça, effectivement. Mouvant. Donc on peut dire que comme il est comme ça, en tout cas, et donc ce fameux dodelinage a fait parler, mais ça veut dire qu'il ne fait pas parler sur le fond. Et l'autre chose, c'est que les uns et les autres ont trouvé qu'il était plutôt bon pour un débutant, en disant que finalement il était en face de personnes et de personnalités rompues à l'exercice et qu'il s'en était plutôt bien tiré, donc plutôt bienveillant à son égard, mais ils n'ont... Et Fillon s'en est pas pris plein la figure sur les affaires Si, mais pas plus que d'habitude. Et surtout, en fait, si on regarde juste sur ce qui se disait pendant le débat en soi, globalement, à l'issue du débat, les uns et les autres disaient ça n'a pas changé grand-chose. J'étais indécis, et je suis toujours indécis, je ne savais pas pour qui voter, je ne sais toujours pas pour qui voter. Et là où c'est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, pendant l'émission, c'est l'homme politique qui est le plus recherché sur les réseaux, sur les moteurs de recherche. Et ça, vous disiez ça aussi avant le débat, la semaine dernière. C'est celui qui suscite un vrai intérêt. Et on voyait beaucoup de messages de personnes qui avaient envie d'être convaincues par Emmanuel Macron pendant le débat et qui ne l'ont pas été et qui disent... Voilà, qui regrettent qu'il n'ait pas réussi à les convaincre, mais ils ont envie d'être convaincus par lui. Donc il y a cette base-là, et en tout cas, il a un taux d'intérêt très fort. Puis après, celui qui était pas là, c'était Benoît Hamon. Voilà, on n'en parle pas. Il était absent. Un petit brin aux yeux bleus. Donc voilà. Donc globalement, c'est ce qu'il y en a. Mais tout ça, est-ce que ça se traduit, on est d'accord, quelle chance que tout ça, sur ce qui se dit dans les réseaux sociaux, a des chances de se traduire en vote, dans le fond? Si, parce que... Je parle de place mais c'est intéressant parce que ce que vous dites sur Emmanuel Macron, ça montre que, par défaut, pour beaucoup de gens, c'est le candidat par lequel il va falloir passer parce que Mélenchon n'est pas forcément crédible, Marine Le Pen pose un problème, Fillon est hors jeu et Hamon est absent. Donc forcément, c'est logique. Et moi, je rencontre beaucoup de gens dans la vie courante qui me disent voilà, j'hésite, etc. Et quand vous les questionnez, voilà, c'est ça. Quand vous les questionnez, effectivement, vous voyez la mécanique du vote dit utile à l'œuvre où, par élimination, il vaut mieux voter Macron quand même. Je parle des électeurs de groupes centraux identifiés. Et comme ces électeurs-là, ils ont envie de ne pas voter que par dépit, ils ont envie d'être convaincus, et donc ils ont été plutôt bienveillants. Ils ont dit bon, il n'était pas formidable, mais ça va être mieux. Et puis imaginez, c'était la première fois. Enfin voilà. Et du coup, ils n'en ont pas trop parlé pour pas trop le critiquer. C'est le même effet que le fameux discours de Paris quand il avait terminé en se cassant la voix. C'est votre projet, il va falloir le porter, qui est devenu un buzz positif aujourd'hui. Parce que c'est interprété comme beaucoup de gens, comme il y va, il est sincère, et même s'il y a de la maladresse ou pas encore du professionnalisme, il y a quelque chose d'intéressant et d'authentique. Regardez Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, il a fait 11 millions de vues, je crois, sur sa sortie du journal de TF1. Est-ce que ça tiendra justement avec le vote utile? Mais Est-ce que les gens ne vont pas se dire
quand même si c'est un type de grande qualité, moi je trouve d'ailleurs très intéressant, mais ils vont peut-être se dire, est-ce que ça vaut le coup de faire perdre des voix à quelqu'un qui est quand même assez proche de nos idées, qui est Fillon, plutôt qu'à d'aller sur Dupont-Aignan. Donc je crains que Dupont-Aignan ait moins de voix et que Fillon gagne des voix dans le vote utile. En tout cas, les internautes et les Français, parce que ce qu'on observe, c'est sur Twitter, sur Facebook, là où sont les gens, ils ne sont pas aussi disons, avertis aux techniques politiques que pouvaient l'être. Ils ne se posent pas ces questions de cette façon-là. Ils sentent bien quelque chose, mais ils ne se disent pas, on voit peu le mot vote utile. Par contre, c'est intéressant de regarder les parts de voix sur le mot je vote, parce que au stade où on est dans la campagne, c'est plus un sujet d'engagement, c'est plus de savoir si les gens relaient les messages d'un candidat, c'est savoir si les gens écrivent je vote pour. Ils pourraient écrire « je vote utile », ça arrive peu. Mais par contre, ils vont dire « je vais voter pour ». Et le « je vote pour », c'est intéressant de voir l'évolution. Et en gros, avant le débat, le « je vote pour » était très engagé pour Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire que ça tiendra longtemps, mais ça donne une signification du volume, des parts de voix, de qui s'engage. Après, pendant le débat, c'était là encore Marine Le Pen qui sortait fortement. Et là, c'est plutôt François Fillon depuis le débat. Alors, on verra ce jeudi après son émission politique si c'est toujours ça. Mais en fait, une sorte d'envie de ses soutiens, de dire il faut maintenant dire aux uns et aux autres je vote pour Fillon. Voilà. Donc, ça rejoint votre propos du vote utile, mais dit un peu différemment pour eux, qui est je m'engage et j'essaye de convaincre par le fait d'affirmer haut et fort pour qui je vote. Le premier mouvement, c'est d'aller vers le plus sympathique. Et c'est vrai qu'il y a un capital de sympathie chez Macron qui est indéniable, parce qu'il est nouveau, il est jeune, il est drôle, il a un arrière-plan culturel que n'ont peut-être pas tous les autres, c'est vrai. Et il est sympathique, mais seulement le deuxième mouvement, c'est ça qui va être intéressant, eh bien, c'est peut-être revenir à la raison et de se dire, d'accord, c'est très sympathique, mais... Je suis d'accord. Après, oui, alors finissez, parce que je crois que vous... C'était juste qu'en fait, pour rejoindre à ce propos du vote utile, comme les gens ont envie de voter pour quelque chose et pas juste en dépit de, on voit qu'il y a beaucoup de personnes... Voilà. Et en fait, ils cherchent du fond. Et aujourd'hui, vous avez des applications qui sont extrêmement efficaces, qui sont à la disposition de tous les citoyens. Et il y en a une en particulier qui s'appelle Qui voter. Il y en a d'autres, mais celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle avait été utilisée en 2012, elle avait bien fonctionné. C'est sur le mode du jeu, parce que nous vivons dans un monde un peu ludique, les gens veulent aller vite. Donc les gens qui continuent à être indécis, qui ne savent pas comment se décider, il y a aujourd'hui des applications qui leur permettent de dire, on vous pose des questions rapidement, vous allez vous positionner en quelques secondes, exprès, pour voir c'est ce que vous pensez spontanément, et après on va vous dire quel est le candidat qui est celui pour qui vous devez voter. Et donc ça peut jouer aussi, c'est-à-dire que tout va jouer dans cette dernière partie. Est-ce qu'apparaît... Là, il se trouve que c'est... Dans votre radar, là, est-ce qu'apparaît à l'inverse un vote utile négatif, défensif, faire barrage au Front National, qui est quand même l'un des moteurs essentiels du vote, des intentions de vote Macron aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a un vote utile positif possible, mais il y a majoritairement un vote utile défensif. C'est clair. Merci beaucoup. Il faut qu'on rende l'antenne. On aurait pu continuer. Merci beaucoup, Véronique. À la semaine prochaine. Merci à tous. Merci, Jean-Marie. Je rappelle le titre respectif de vos livres. Donc, Gérard Courtois, donc parti de campagne, la saga des élections présidentielles aux éditions Perrin. Jean-Marie Roire, donc le psychodrame français chez Lafon, et puis le pire d'entre eux chez Stock, de mémoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission, et merci à toute l'équipe technique. Merci. Et merci pour les